Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur la plateforme de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette l'édition que vous pouvez également consulter sur le YouTube de la télé Renaissance. Le pouvoir burundais franchit l'impensable. Une pancarte érigée en commune Guieta, en province de Gitega, annonce la construction d'un monument dédié aux victimes Hutus du génocide de 1972. De ce fait, Pierre Nkurunziza et les siens concrétisent les multiples appels, enseignements et autres gestes de haine ethnique. Mais dans le contexte actuel, cette démarche ne fait que confirmer les allégations de crimes ignobles commandités par les plus hautes autorités burundaises. Franck Kaz. Ce monument est une preuve de plus que la politique de division pour parvenir à ses fins est une réalité. C'est étonnant de voir le pouvoir dans un pays qui a traversé des périodes si noires depuis l'indépendance, ériger un monument pour une seule ethnie comme si les victimes étaient uniquement Hutus. Les actes de division ethnique sous le pouvoir de Pierre Nkurunziza sont foisons. Qui ne se souvient pas des enseignements ethniques inculqués aux élèves des écoles primaires? En leur faisant répéter des faits d'histoire qu'ils ne connaissaient pas, par des appels aux Hutus à engrosser les filles et femmes Tutsis pour mettre au monde des Imbonerakure, par la création d'associations basées sur les clans et agréées par le gouvernement, j'en passe et des pires, qui prouvent que Pierre Nkurunziza instrumentalise la corde ethnique pour montrer aux Hutus qu'ils ont trouvé leur héros, leur roi. Un état de fait qui est même démontré dans le deuxième rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi qui, pour la première fois, pointe du doigt Pierre Nkurunziza en personne d'être le principal instigateur des crimes ignobles qui se commettent dans le pays suite à ses multiples appels à la haine. Mais le plus étonnant est que depuis l'avènement au pouvoir du CNDD-FDD, les Hutus qui en ont fait les frais ne se comptent plus, en commençant par le plan Safisha qui a exterminé les membres du FNL d'Agatongwassa, sans oublier les innombrables victimes depuis sa décision de briguer un troisième mandat, d'autres ayant pris le chemin de l'exil par centaines de milliers. Aucun pays au monde ne peut décider unilatéralement de qualifier un crime de génocide, seules les Nations Unies ayant cette prérogative. Il y a donc lieu de se poser la question de savoir sur quels critères le pouvoir se base pour parler d'un génocide contre les Hutus. Car c'est connu et reconnu qu'aucun conflit au Burundi n'a fait des victimes d'une seule ethnie. Quid alors des victimes Tutsis? Vont-elles avoir droit à leur propre monument? Malgré des soutiens à la politique de diviser pour régner du pouvoir de Nkurunziza, ils sont aujourd'hui encore plus nombreux à avoir pris conscience qu'une telle démarche est révolue. La majorité des Burundais ne sont pas dupes. Ils ont compris que certains dirigeants prétendent agir à leur nom, mais qu'ils les oublient aussitôt arrivés à leur fin. Dans un passé pas si lointain, depuis l'indépendance, le Burundi a connu des conflits qui ont emporté des Hutus, Tutsis, sans oublier des Tois. À la suite du massacre de Nega-Marangara, les Burundais ont pris le temps de s'asseoir ensemble pour mettre en place la charte de l'unité nationale, avec comme symbole le monument de l'unité érigé sur la colline Vogizo en mairie de Bujumbura. Ce monument n'est dédié à aucune ethnie en particulier. Par ailleurs, les accords d'Arusha prévoient un monument unique pour toutes les victimes. Une recommandation pour le moins noble et salvatrice que le pouvoir de Bujumbura a jetée aux oubliettes comme le reste de l'accord. Merci à Franck Kazé, Frédéric Amavugnyuvira, vice-président de la République. S'étonne que le pouvoir de Bujumbura envisage de construire un monument pour les Hutus qui ont été emportés par les différents événements qui ont endeuillé le pays, alors que ces événements n'ont pas épargné les Tutsis. Ce politicien estime que cette politique de division risque de plonger le pays dans le chaos. Amavugnyuvira dit que ce ne peut pas être compris et que des Hutus meurent en grand nombre depuis 2005, alors que le pays est dans les mains des Hutus. Suivez Frédéric Amavugnyuvira. Mais ce qu'il faut en dire tout simplement, c'est que jamais 50, 60, 70, 80, 90, 2000, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, les gens continuent à mourir. Et on ne peut pas dire que ce sont les Bahutus qui meurent simplement, que ce sont les Bahutus qui meurent simplement. Non. Peut-être ce qu'il faut signaler, c'est que c'est un paradoxe que aujourd'hui, où ce sont des Bahutus qui dirigent le pays, ça soit des Bahutus qui soient tués depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui en termes de nom. Donc, en termes de discours, je crois que ça ne vient pas persuader des gens en disant
migrants parce que celui-là, c'est ça la solution. Non. Je crois que avec Arusha, on a discuté de la question en profondeur et effectivement, si on devait ériger des monuments sur les collines où des personnes ont été tuées, ont été ensevelies, personnellement ou en groupe, je crois que le risque serait grand que le Burundi soit marqué par donc ces monuments à travers tout le pays et sur toutes les collines. Ça servirait à rien. Il faut une politique qui puisse mettre et les Bahutus et les Batutsi ensemble. C'est vrai, les gens qui ont été tués n'ont pas été tués parce que les gens voulaient s'entretuer, parce que les Bahutus n'aimaient pas les Batutsi, parce que les Batutsi n'aimaient pas les Bahutus. Non, loin de là. Si c'était cela, ils se rencontraient à l'église qui s'entrelaient là-dedans, ils se rencontraient au marché qui s'entrelaient là-dedans, ce qui n'est pas le cas. Donc ça a été le résultat d'une mauvaise politique, ça veut dire des hommes politiques qui étaient en marre de politique pour aider le Burundi à aller sur le rail de la réconciliation, sur le rail de la démocratie, sur le rail du développement. Société pour continuer ce journal, les jeunes burundais contraints à l'exil soutiennent le rapport des experts des Nations Unies sur les exactions des corps de sécurité au Burundi. Ils affirment qu'ils ont fui par peur d'être tués après des menaces de mort, raison pour laquelle le gouvernement de Nkurunziza ne devrait pas nier ces allégations. Ces jeunes demandent que la justice soit faite aux victimes de tous les temps de violence au Burundi. Suivez-le. Cela n'est pas étonnant que le pouvoir nie. Il nie depuis le début, il nie qu'il y ait eu crise, il nie qu'il y ait eu une raison pour qu'il y ait 400 000 réfugiés, il nie tout ce qui ne vient pas entrer dans sa ligne de communication. Donc je ne suis pas surpris par cette négation, ce déni. Nous pensons que c'est dans la ligne logique de ce que le pouvoir dit depuis le début. C'est important que les crimes contre l'humanité qui sont commis au Burundi soient documentés, que les responsables soient connus. Mais nous ne devons jamais oublier que ce n'est pas la première fois que de tels rapports sont produits sur le Burundi. Nous avons eu une commission d'enquête qui a enquêté sur l'assassinat du président Dadaye, les crimes à caractère génocidaire qui ont suivi et les crimes qui ont été commis par l'armée dans la répression qui a suivi. Ces rapports n'ont jamais donné lieu à des poursuites. Donc nous devons faire en sorte qu'une telle situation ne se reproduise et lutter pour que aujourd'hui les responsables des crimes qui sont commis au Burundi soient poursuivis. Rapport précédent, nous avons pu dire un nom de Pierre Nkurunziza qui est à la tête des massacres, des exécutions, des crimes contre l'humanité, que c'est lui qui est à la tête. Donc c'est ça une évolution, parce qu'auparavant on disait d'autres noms, les exécutants, mais sans dire celui qui a commandité ces crimes. Iriya komisiyo twavuga ko yaje ari ikintu gikomeye cyane kuko mu bindi vyegeranyo byose vyigeze gusohorwa n'andi mashirahamwe n'izindi communauté internationale nta kintu bari bwavuye ku cerekeye uri ku isonga ry'amabi ariko arakorerwa i Burundi, kandi bose basa nkaho babica ku ruhande abana bariya bavuga, ariko uri ku isonga rya byose ntavugwe. Nibuza ko kino cegeranyo casohowe kirafise ico kimaze cyane, kuko icambere co kizotuma Nkurunziza abona ko nawe nyene ivyo ariko arakora bibonwa n'amakungu abibona ivyo ariko arakora, kandi hari n'abanyagihugu bari barihebuye benshi bavuga bati communauté internationale baca ku ruhande, Nkurunziza baramushigikiye canke, ariko ubu byaragaragaye ko amabi ariko arabonwa cyane kuko na Nkurunziza byaratevye biramukora. Et enfin, pour clôturer ce journal, la satisfaction aux réfugiés est loin d'être une réalité. C'est comme cette dame qui parvient à nourrir ses enfants grâce à son business en association avec d'autres dames, mais sans avoir les moyens pour les scolarisation. À notre jeune qui fait un petit commerce des chaussures,
mais qui ne gagnent pas beaucoup par manque de marché d'approvisionnement abordable. Ce dernier demande que le HCR livre aux réfugiés les papiers de voyage afin qu'ils se rendent dans d'autres pays proches pour comparer les marchés. Découvrons la vie de ces deux réfugiés à travers ce reportage signé d'Arlène Irakoze. Nyamata est une ville située à l'est du Rwanda où certains Burundais se sont réfugiés. Ceux-ci essaient de se débrouiller pour trouver une occupation pour pouvoir survivre. L'exemple est celui d'un jeune qui vend des chaussures au marché. Selon lui, l'idée de se lancer dans ce commerce lui a été inspirée par la misère. Au départ, j'ai été embauché comme sentinelle car j'avais pas de capital. J'ai fait ce job jusqu'à ce que je gagne la somme qu'il me fallait pour entreprendre ce business que vous voyez ici. Au début, ce commerce de chaussures n'était pas facile parce qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour investir. Il s'est donc fait recruter comme sentinelle pour économiser et rassembler un petit capital. Ce qui m'a poussé à songer au business, c'est la nouvelle situation d'exil. J'ai vu que c'est pas bon de passer toute la journée sans rien faire alors qu'on a besoin de manger. Cette activité lui permet d'avoir un petit bénéfice, mais les taxes et le manque de documents de voyage pour aller s'approvisionner dans d'autres pays ne lui permettent pas d'engranger les bénéfices comme il le souhaite. Je ne me plains pas parce que le bénéfice est évident. Pour nous qui avons un petit capital et surtout qui sommes en situation d'exil, nous souhaitons que le gouvernement rwandais ait l'amabilité de réduire les taxes. Nous demandons aussi au gouvernement rwandais de nous donner des documents de voyage car nous sommes contraints de nous approvisionner à Kigali alors qu'il y avait moyen de s'approvisionner à bas prix à l'étranger. Ndayizeye Béatrice, quant à elle, elle s'est réfugiée à Butare, au sud du Rwanda. Aussitôt arrivée dans ce pays, elle s'est associée avec 4 autres Burundaises qui étaient dans la même situation pour créer une petite association appelée Twiyungunganye. Ce travail nous épargne de la solitude. Quand on quitte la maison, on trouve de nouvelles connaissances et c'est encourageant. Même si ce n'est pas prospère, c'est vraiment utile pour nous. Elles ont ensuite ouvert un restaurant, ce qui leur permet de se nourrir, se vêtir et trouver l'argent du loyer. Selon elles, c'est aussi un moyen qui leur permet de sortir de l'isolement et de rencontrer d'autres gens. Le premier handicap ici, c'est qu'on ne peut pas assurer la scolarité de nos enfants. Ici, on travaille dur pour le gagne-pain et pour le paiement du loyer. Depuis notre exil, nos enfants ne connaissent pas le chemin de l'école. Nous avons besoin d'une personne qui plaide pour nous afin que nos enfants regagnent le chemin de l'école. Malgré leur situation actuelle, ces réfugiés nourrissent l'espoir que ces activités leur permettront de s'épanouir davantage dans l'avenir parce qu'ils disent que les obstacles auxquels ils feront face ne leur font pas baisser les bras, au contraire. Voilà, c'est par ce reportage de Darlène Irakoze que je mets un peu final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.